mais ce matin. Voilà, on a l'image. Merci. On va donc faire une présentation à deux voix, ce qui n'est pas simple. On va essayer de s'y atteler en vous parlant d'industrie éducative et leur lien éventuel avec les industries créatives, ce qui ne va pas de soi, donc on a mis un peu d'interrogation. Et je commencerai rapidement par brosser à grands traits en guise d'introduction une évolution, mais vraiment très très schématique, et je vous prie d'emblée de m'en excuser, des problématiques dans l'éducation. On est passé, pour vraiment faire très très rapide, d'une problématique d'équipement, qu'il s'agisse d'ensemble du système éducatif, à une problématique de production de ressources. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur une question centrale qui est celle de l'accès aux ressources, via des plateformes d'un certain type, mais dont on va reparler évidemment ensemble. Dans ces problématiques apparaît une question qui nous semble fondamentale, c'est du courtage informationnel, qui est une manière de développer une forme d'intermédiation spécialisée dans justement cette problématique d'accès. Alors nous allons faire une intervention en 3 temps. Premier temps, des petites et des grandes manœuvres autour des ressources numériques universitaires, ce sera le premier point. Ensuite, une fonction d'intermédiation d'un nouveau genre à partir de l'étude d'un cas, Coralis, qui se situe dans l'enseignement secondaire. Donc on essaiera de voir comment on peut justifier ce glissement et cette comparaison d'un secteur à un autre, qui présente des similitudes mais qui sont en même temps tout de même différents. Et enfin, la mise à l'épreuve d'un nouveau modèle des industries éducatives avec ce modèle d'intermédiation spécialisée. Alors je commencerai cette première partie, voici le plan, par le requin et ses avatars. Alors ça peut paraître un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas ce secteur. Le requin, c'est historiquement le réseau universitaire des centres d'auto-formation qui a été créé en 1987, donc c'est une histoire qui n'est pas tout à fait récente tout de même. Et pourquoi j'ai employé le mot avatar? Parce que un des produits phares qui a été fait par ce réseau et qu'on a appelé premier site sur mesure, université en ligne, qui a pris votre nom encore, se retrouve sous des modalités différentes dans les différents programmes de soutien qui ont été mis en place au niveau national français depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. On le reverra justement réapparaître sous différents avatars dans les tendances que je vais brosser assez rapidement. Il y avait à l'époque plusieurs tendances au sein de ce réseau, quand il s'agit de faire un projet d'envergure nationale soutenu par le ministère, soit, je vous rappelle qu'on est en 87, donc c'était quand même des problématiques qui n'étaient pas complètement banales à l'époque, soit avec l'argent donné, il s'agissait de faire une plateforme pédagogique, soit une banque de cours. C'est la banque de cours qui l'a emporté.
Encore faut-il, ou aurait-il fallu plutôt, se mettre d'accord sur quel cours, quel type de cours, quel type de ressources. Et là, il y a eu des points de vue pédagogiques assez différents qui se sont opposés et qui n'ont pas été tranchés. Hein. Ce qui fait que quand on a analysé après coup ces ressources qui ont été produites dans ce cadre, on se rend compte qu'il y a deux types de ressources qui cohabitent au sein d'un même ensemble. Premier type de ressources, le manuel numérique des premiers cycles universitaires en sciences, hein, en mathématiques, physique, chimie, biologie. Et on a voulu, à un moment donné, réaliser un ensemble de ressources cohérents qui faisaient qu'on se rapprochait d'un manuel des premiers cycles universitaires. Et il y avait une deuxième tendance qui a cohabité et qui se voit, hein, qui est juxtaposée à la première, qui concerne en fait une autre approche qui voulait réaliser en fait davantage une base de grains indexée et potentiellement réagençable sur mesure, donc de grains plus fins qu'on aurait pu justement réagencer sous d'autres formes dans des plateformes pédagogiques. Donc ça c'est un premier point pour vous montrer que là on est dans la partie sciences, hein, sciences dites dures, et que c'est vraiment la production au niveau national par un réseau hein, qui était spécialisé dans l'auto-formation qui s'est imposé la partie production de ressources. On est passé ensuite, et là aussi je vais être très vite parce que les glissements n'ont pas été si rapides ni si automatiques, au campus numérique. Alors, il y a eu plusieurs types de campus numériques, que j'appelle les campus numériques première manière. On a cette fois-ci donné une priorité à la mise à disposition des ressources et à l'intégration des ressources existantes dans les formations. Il s'agissait, il y a eu 3 appels d'offres nationaux qui ont été au début des années 2000, entre 2000 et 2002 mis en place en France. Et il s'agissait de construire des consortiums qui devaient proposer une offre de formation ouverte et à distance, hein, FOAD, qui est apparu à peu près à ce moment-là. Et si je vous dis ça dans la continuité de la diapo précédente, c'est qu'en fait le RECA et ce qu'il avait produit a joué à la fois un rôle de modèle et de contre-modèle. Modèle parce qu'il s'agissait de s'inspirer d'un grand projet national avec des équipes dispersées, etc., des consortiums, des établissements, et contre-modèle parce qu'il ne s'agissait plus de se focaliser sur la production de ressources, mais déjà sur la mise à disposition des ressources et leur intégration dans un dispositif de formation. Contre-modèle aussi parce qu'il s'est agi, en tout cas dans le discours, hein, il y avait une volonté de s'éloigner de l'expérimental et d'aller vers des dispositifs et des consortiums qui devaient être pérennes. Après, bon, l'histoire en a décidé un petit peu autrement. Il y a eu, pour terminer sur ces campus numériques très rapidement, à partir du 3e appel à projet, il y a eu un virage important, puisque ensuite l'option plateforme technique a pris le pas sur les ressources pédagogiques, et c'est la naissance, hein, pour aller assez vite, là aussi, de ce qu'on appelle les ENT, c'est-à-dire les espaces numériques de travail, donc on n'est plus tout à fait sur les mêmes modalités. Je vais passer à un 3e dispositif national en France, cette fois-ci les UNT, donc il faut essayer de jongler avec tous ces cibles en éducation, ils sont très nombreux, les universités numériques thématiques, où là, on retrouve une dimension de production de ressources forte et le retour à des communautés, par rapport au campus numérique, aux communautés disciplinaires chargées de mutualiser les ressources au niveau national, avec un focus qui est celui de la production pédagogique des établissements, hein, qui doit être mise en valeur, et dans des réseaux, de grands réseaux disciplinaires, je dis grands réseaux, puisque l'ensemble des disciplines universitaires a été divisé en 7 grands secteurs, dont je ne vous les cite pas, économie, gestion, santé, sport, etc., mais je ne vous les citerai pas dans les détails, mais l'idée c'était d'avoir des banques de ressources pédagogiques produites par les enseignants eux-mêmes, dans les grands secteurs disciplinaires et de les mettre à disposition au niveau national. Alors ça se distingue cependant du modèle RECA aussi, sur au moins 2 points, il y en aurait davantage. Ça cible les étudiants en direct, et même en premier lieu, et les enseignants, c'est-à-dire qu'on voulait toucher les étudiants presque parfois sans l'intermédiaire des enseignants, et ça a accentué encore davantage que dans le projet RECA la division du travail, c'est-à-dire que la distance s'est encore étendue entre le producteur de ressources et l'utilisateur, ce qui poserait la question, notamment dans le secteur de l'éducation, nous y reviendrons.
Et donc on arrive, hein, j'étais un petit peu rapide et je m'en excuse, mais tout ça pour arriver à l'idée qu'on va vers une problématique davantage d'accessibilité des ressources. Hein, c'est ça qui va primer de plus en plus, par une question qu'on peut poser de la façon suivante, c'est comment passons de la réutilisabilité à la réutilisation effective. C'est-à-dire, c'est en fait la question de l'usage. Elle a déjà été posée par l'UES, l'Université en ligne qui était le projet d'Eureka en son temps. Elle a été posée beaucoup plus massivement par les UNT. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le constat d'un décalage très important entre les espoirs et les financements mis sur ces dispositifs et les usages réels constatés quelques années après. Alors, pour les UNT, en tout cas, deux hypothèses ont été en 2011, hein, dans un article qui a été écrit par Anne Boyer, qui suit cette opération au niveau national. Il y a eu deux hypothèses pour expliquer ce décalage un petit peu entre les espoirs et la réalité. Première hypothèse, il y aurait une inadéquation de l'offre aux besoins des étudiants et des enseignants. Voilà. Deuxième hypothèse, la méconnaissance des actions des étudiants, de la part des étudiants et des enseignants. Donc vous voyez, à chaque fois, on voit les solutions immédiates qui seraient possibles, collons besoin des enseignants dans un premier cas, dans le deuxième cas, ils ne savent pas ce qu'on a fait. Faisons-la connaître, faisons la communication, ça va s'arranger. En fait, on pourrait, et c'est nous ce qu'on va faire là maintenant, élaborer une troisième hypothèse, c'est-à-dire peut-être qu'il manquerait un maillon entre l'offre et la demande, ou ce qui reviendrait au même, il y aurait dans ces UNT, ou l'ensemble de ces dispositifs nationaux, même s'ils sont tous différents, des fonctions d'intermédiation incomplètes. Voilà, c'est grâce maintenant au cas Corellis qu'on va essayer de... Au cas Corellis qu'on va essayer de parler de cette intermédiation. Alors, le cas Corellis est un catalogue ouvert de ressources numériques pour les lycées de la région PACA, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce cas, on va l'étudier à travers diverses questions pour revenir à la comparaison avec les UNT à la fin. Alors, en quoi c'est une comparaison pertinente? C'est important de poser cette question parce qu'on est dans deux contextes différents. Dans le premier, on est dans le contexte de l'enseignement secondaire et ce dont vient de nous parler Laurent, on était dans l'enseignement supérieur. Alors, bien sûr, il y a des différences de contexte et en particulier le poids moins grand des ressources éditées dans le supérieur, ceci d'autant plus que la mission de l'université, c'est bien de produire des savoirs et donc des ressources originales, ce qui explique que le côté manuel scolaire n'est pas très adapté dans le supérieur. Mais cependant, il y a en effet des similitudes aux questions soulevées par ces différents types d'applications et de dispositifs. Dans les deux cas, que ce soit Corellis et tous les cas dont nous a parlé Laurent, c'est qui est susceptible d'organiser la rencontre entre l'offre et les usagers et qui est susceptible de favoriser l'intégration des ressources dans des dispositifs de formation. Et ces questions restent entières. Alors, qu'est-ce qu'a fait Corellis dans ce cadre? Alors, Corellis, c'est la conjonction de binôme d'acteurs, avec un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage est politique, c'est le conseil régional, qui est responsable de l'administration de la plateforme, responsable de son financement, non seulement du dispositif qui a été développé, mais aussi des contenus, puisque c'est le conseil régional qui finance aux établissements la possibilité de payer les contenus pour accéder à cette plateforme. Et c'est aussi, bien sûr, créer les conditions d'usage pour que l'usage soit réel. Le CRDP, c'est le conseil régional, donc c'est deux CRDP, d'ailleurs dans cette région Nice-Marseille, c'est les conseils régionaux régionaux de documentation pédagogique. Alors ce sont des acteurs qui travaillent de façon très proche avec les établissements, puisqu'ils assurent depuis longtemps des relations avec ces établissements, mais à travers le projet de la plateforme, ils ont assuré aussi des mises en relation avec des éditeurs de toutes sortes, et ils ont construit un certain nombre de médiations techniques, documentaires, éditoriales, avec un guichet auprès des éditeurs, juridiques également, et on s'aperçoit que tout ce dispositif repose sur l'indexation des ressources, la production de métadonnées par rapport à ces ressources, ce qui fait que les divers éditeurs restent propriétaires de leurs ressources, et ces ressources sont sur leur serveur, pas sur le serveur de Corellis,
Et tout cela, par contre, est une boîte noire pour les usagers. Les usagers, ils voient un catalogue dans lequel ils choisissent des ressources et qu'ils peuvent utiliser et auxquelles ils peuvent avoir accès. En plus de ce côté amont, la plateforme, le projet Corélis, assure le suivi du fonctionnement de la plateforme et de l'équipement et des établissements, l'accompagnement pédagogique des enseignants et des documentalistes et l'observation des usages. Ce qui distingue Corélis des portails éditeurs, c'est qu'il y a trois aspects. Les éditeurs, ils avaient produit, alors les éditeurs, le canal numérique des savoirs et le kiosque numérique de l'éducation, avaient construit chacun, ils n'étaient pas entendus tous, les éditeurs scolaires, avaient construit une plateforme et un catalogue pour les proposer aux établissements. Mais ils étaient complètement dans une logique descendante de l'offre. Ils n'avaient absolument pas consulté les usagers, alors que Corélis s'inscrit beaucoup plus dans une logique ascendante et défend un peu un nouveau paradigme éducatif, le fait qu'il faut donner la main plus aux usagers, aux élèves, leur permettre de construire un document ou de présenter un topo dans la classe, de faire du travail collectif. Donc ils ont ouvert leurs ressources, non pas simplement à des ressources éditoriales et éducatives, mais à toutes ressources. C'est-à-dire qu'ils ont convoqué aussi bien les journaux, Le Monde et autres, mais aussi l'Alternative économique. Ils ont convoqué ceux qui font des dictionnaires. Ils ont convoqué aussi des éditeurs institutionnels, par exemple sur les aspects, les mouvements par rapport à l'environnement durable, par exemple. Et aussi, bien sûr, ils ont mis sur la plateforme les contenus qui sont développés par des groupements d'enseignants, par exemple César, qui ont fait une banque de ressources extrêmement importante faite par les profs de maths, de même pour les profs d'histoire. Donc cette plateforme introduit tous ces contenus dans la mesure où il y a un éditeur à chaque fois qui propose et qui garde son rôle d'éditeur. Les capacités pour Corélis qu'elle a développées contrairement aux UNT, c'est d'assurer, outre les conditions de l'offre et de sa promotion, la prescription d'usage. Ils ont mis en place dès le départ des ateliers pour aider les enseignants à utiliser ces ressources, à faire eux-mêmes des ressources à partir des morceaux des différents contenus qui leur étaient proposés, et ils ont analysé ces usages. Il y a toute une équipe qui va voir régulièrement, qui fait des études chaque année sur les usages, l'évolution des usages dans les établissements, et qui initie aussi des nouvelles formes d'usage dans l'enseignement. Corélis, donc, en choisissant cette position qu'on appelle la logique de courtage, opère en fait un déplacement vers l'aval des filières. Parce que Corélis, on le voit, n'édite pas les contenus, mais gère la diversité des régimes de ses ressources, et elle assure la promotion, elle prescrit les usages, elle peut modifier les conditions de l'offre en fonction justement du retour des usages, et elle assure la négociation des tarifs avec les éditeurs, souvent pour leur faire baisser les tarifs pour que ces ressources soient utilisées. Si on regarde de plus près qu'est-ce que c'est cette logique de courtage informationnel, on s'aperçoit que Corélis se centre sur la dimension informationnelle et non sur la production, et qu'elle acquiert un statut propre, celui du courtage, qui est fondé sur sa neutralité, ce qui est très important. Les enseignants ont beaucoup plus confiance en Corélis, qui est pour elle un acteur qui a un type de confiance dans ce secteur, et Corélis a une certaine capacité à s'autonomiser à terme. En effet, elle dépend du financement public, puisque c'est la subvention publique qui la finance pour l'instant presque entièrement, mais elle a la possibilité à terme de vendre des services annexes aux usagers et surtout les informations extraites du trafic et de ses études sur les usages auprès des éditeurs. Si on revient aux UNT, à l'aune de Corélis. Alors les UNT, à l'aune de Corélis, il n'y a pas de positionnement central dans les UNT que je vous ai décrit tout à l'heure sur la mise en relation. Cependant, toutes les UNT sont engagées désormais dans une logique de mise à disposition de grains indexés, finement indexés, etc. Et on a même certaines UNT qui amorcent des fonctions
nouvelle, suivante, sur le statut juridique des ressources, on s'y intéresse de plus en plus, et sur la réutilisabilité technique de ces ressources, avec tout un tas de dispositifs d'indexation, de chaînes éditoriales, etc. Donc, bon, il ne faut pas détailler ces fonctions, mais elles sont importantes. Cependant, je pense que là, on peut insister là-dessus, il y a quand même un manque important, quand on compare UNT et Corélis, c'est que les UNT restent dans un rôle de distributeur exclusif mandaté. Ça veut dire que ça reste des ressources pédagogiques produites par les établissements, donc par les enseignants, mais dont les établissements restent propriétaires ou bien ont confié la propriété aux UNT. Mais ça veut dire que la diversité des ressources prises en charge par Corélis n'existe pas du tout, et or, on le sait bien que l'enseignant du supérieur comme du secondaire a besoin d'une grande variété de ressources et ne se contente pas, même pour faire des cours, de ressources pédagogiques. On le sait bien, et ce n'est pas du tout traité de cette manière dans l'UNT. Alors, notre dernière partie concerne la mise à l'épreuve de ce modèle. En fait, la question posée, c'est comment la comparaison de ces deux exemples, UNT et Corélis, nous aide à discuter un nouveau modèle de l'intermédiation. Donc nous allons aborder pour ce point la similitude d'abord du fonctionnement de Corélis avec les intermédiaires sur Internet. On voit bien que dans les deux cas, il y a application par ces deux intermédiaires du principe des externalités du réseau. Selon ce principe, l'utilité d'un individu pour un bien ou un service dépend du nombre de personnes qui consomment ce bien ou ce service. Donc plus la plateforme aura d'utilisateurs, plus son rôle sera primordial quant au formatage des ressources. Et leur priorité consiste à devenir un carrefour de contenu non produit par elles-mêmes, mais leur permettant de retirer des échanges qu'ils organisent et structurent entre les acteurs concernés des informations monnayables. Corélis, donc, on s'aperçoit, va aussi élargir son rayon d'action au-delà de sa première fonction qui était de faire une banque de ressources pour les lycées. Elle élargit au niveau éducatif, au niveau culturel, et on verra peut-être au niveau régional aussi au niveau national. Si on se positionne sur la question de la plateforme qui s'élargit au niveau des industries créatives, on constate en effet que la région qui finance Corélis a aussi d'autres projets autour de l'industrie créative, et en particulier, elle a développé un certain nombre de mini-clusters, c'est-à-dire des pôles régionaux d'innovation et développement solidaire, où elle essaye de faire développer des contenus, des applications à partir de contenus qui appartiennent à la région parce qu'ils appartiennent à des musées, ce sont des fonds de cinémathèque, d'images, ce sont des collections de photos et des collections de musées dont ils indexent ces collections, les contenus de ces collections, images, sons ou photos, et ça reste ouvert pour des petites start-up dans les incubateurs tels Belle de Mai, qui peuvent, avec les musées ou autres, définir des applications qui pourraient servir, non seulement bien sûr dans l'éducation, mais dans la culture et aussi, bien sûr, à travers la culture, dans le tourisme. On voit que l'expérience acquise par Corélis est réinvestie pour impulser, dynamiser la production de ressources créatives au niveau de la région PACA. Il est intéressant de noter aussi qu'il y a une extension au niveau éducatif. Alors l'extension au niveau de la région, ça c'était assez facile. Ils ont fait Corélis, ça ne s'appelle pas Corélis parce que lycée, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais les collèges maintenant ont un catalogue de ressources comme les lycées, et ils ont attaqué aussi sur les écoles primaires, et ils ont organisé, en effet, pour les écoles primaires, pareil, un accès à des ressources du même type. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi ça s'étend au niveau national. Au niveau national, la question est posée aujourd'hui, c'est très récent, c'est une information qui nous a été donnée par Pierre. Le ministère de l'Éducation nationale envisage de généraliser le principe de Corélis du portage à la France entière dans le cadre d'un projet de loi sur la refondation de l'école qui prévoit la mise en place d'un service public de l'enseignement numérique et de l'enseignement à distance qui aurait pour fonction de mettre à disposition des établissements d'enseignement des services numériques permettant de prolonger l'offre d'enseignement et faciliter la mise en œuvre d'aides personnalisées. Pour terminer, la spécificité de cette intermédiation spécialisée, il nous semble que son usage dans les industries créatives élargit de beaucoup la portée de Corélis qu'elle avait au départ,
avec Corelis et toutes ces différentes plateformes du même type se recommandant du courtage, on assiste à l'émergence d'acteurs collectifs spécialisés dans ce domaine. Et ces intermédiaires spécialisés pourraient permettre, que tout le monde n'est pas d'accord sur cette hypothèse, de contrecarrer les modalités imposées par les intermédiaires d'Internet. En conclusion, nous voulons terminer sur le témoin et le modèle. Corelis ne se contente pas de vérifier visiblement le modèle, il pose des questions sur le type d'affiner le modèle lui-même, en particulier des questions sur la place des créatifs communs en éducation, sur la répartition des biens collectifs, des biens privés dans ces intermédiations spécialisées. Le rôle de témoin joué par Corelis légitime les comparaisons avec des dispositifs a priori éloignés. On s'est aperçu qu'en Aquitaine, ils ont développé une banque numérique de savoir en Aquitaine. Eux, ils ont commencé par le patrimoine et après, ils ont joué sur l'éducatif. Et ils développent, comme les Pride à Marseille, le même type de dispositif pour générer de la production. Et enfin, se posera la question, mais ça je pense que c'est Pierre qui répondra dans la dernière journée, sur l'intérêt du cas dans l'élaboration de modèles idéatifs. Qui veut intervenir? Voilà donc une question mais vraiment de néophyte sur ce thème. Lorsque vous avez évoqué l'ouverture vers le culturel, vous avez évoqué notamment la Belle de Mai, etc. Qui sont les utilisateurs finaux dans ce cas-là? Comment se définit l'accessibilité? Est-ce que ce sont de simples particuliers? Est-ce que ce sont des institutions touristiques? Voilà, comment on passe finalement d'un système, si je comprends bien, fermé à quelque chose qui peut-être est plus ouvert? Dans ce cas-là, c'est la région qui a organisé un système avec les Pride pour que des gens, ils ont fait comme une sorte d'appel d'offres pour que des structures, alors qui allient bien sûr par exemple un musée et une équipe de web qui est capable de développer une application avec le musée qui servira pour le tourisme et ça, dans un sens la production. Donc on n'a pas de retour beaucoup sur les usages. Mais en général, leur production, ils essayent de la penser pour qu'elle soit utilisable pour l'éducation, donc là elle serait mise sur la plateforme Corelis, mais qu'elle soit utilisable dans le musée pour présenter éventuellement la collection sur un peu particulier, mais aussi peut-être dans des ordres, comme tu dis, dans des lieux touristiques. Alors là, est-ce que ce serait vu en dehors du musée, parce qu'ils ont pensé aussi par exemple à tous les Vauban, des choses comme ça, pour pouvoir faire un cheminement pour les touristes. Donc là, je pense que c'est en train de se produire, mais bon, je dois avouer que moi, personnellement, je n'ai pas de niveau touristique, mais sur l'ouverture, oui, ça ouvrirait sur d'autres plateformes qui ne se nommeraient pas Corelis. Enfin, la plateforme est conçue comme ça, parce qu'on joue sur l'indexation métadonnées, on va rechercher les données directement dans le musée, enfin bon, c'est la même structure. Mais bien sûr, ça serait d'autres noms et ça pourrait être des petites applications spécialisées parfois. Voilà. Gaëtan Tremblay. Pouvez-vous me préciser le rôle des notions de besoin, d'usage et d'usager dans le modèle de courtage? Ce sont trois termes que vous avez utilisés. Comment? Ce sont trois termes, trois concepts que vous avez utilisés. J'aimerais savoir quelle est la place de ces trois concepts dans le fonctionnement du modèle que vous évoquez. Est-ce que c'est clair? Oui, la question est très claire. Oui, ok. Ce qu'on va en faire, Besoin, usage et usager. Oui, bon, alors, premier point. Non, je ne sais pas si on va répondre à ça globalement, mais ce qu'on peut dire, peut-être un peu ambitieux, le temps qui reste, ce qu'on peut dire en tout cas par rapport à notre cas précis sur Corelis, c'est que, et ça d'ailleurs c'est une question de fond, parce que c'est une question qu'on pourrait poser aussi à Bernard. La question que je me pose, c'est est-ce que toutes ces fonctions justement par rapport à besoin, usage, usager, et je vais répondre dans le détail sur Corelis, est-ce qu'elles pourraient être assurées par d'autres? C'est une vraie question. Est-ce qu'elles pourraient être assurées par des intermédiateurs classiques, généralistes, on va dire, de type Google? Je pense que non. Et justement, par rapport au thème que Gaëtan soulève,
Pourquoi? Parce que, prendre des exemples très concrets. Coriolis, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il va adapter une offre généraliste qui existe. Prenons l'exemple du Monde, hein, la version numérique du Monde, elle va être adaptée à une... Alors, dans sa présentation déjà, mais aussi dans le package économique qui va être proposé aux établissements, ça va être complètement adapté, ça va devenir une offre éducative, mais qui va passer par eux. C'est eux qui vont le négocier. Hein, donc il va y avoir une vraie adaptation à ce qu'eux supposent. Ils n'ont pas fait des études, mais de par leur connaissance et leur proximité professionnelle, ils vont quand même avoir une bonne connaissance de ce qui se fait dans les établissements, de leurs besoins, de leurs capacités financières limitées, etc. Donc ils se posent un intermédiaire pour ce type de négociation. Inversement, ils ont des retours sur les usages. Hein, c'est-à-dire qu'ils font des enquêtes, ils ont d'abord des statistiques, mais ils ont aussi un observatoire et ils font des analyses qualitatives. Et ces retours d'usage vont aussi être intéressants pour les éditeurs. Et ces retours d'usage et les enquêtes qu'ils vont faire dans les établissements, etc., ils ont la légitimité pour le faire, chose que n'ont pas les éditeurs dans leurs portails nationaux quand ils veulent s'adresser en ligne directe aux établissements ou aux enseignants. Et ça me semble une dimension vraiment importante. Alors, je ne prétends pas avoir réglé toute la question, mais il me semble que par ces points-là, sur des exemples concrets, à mon avis, ça montre qu'il y a bien une fonction spécifique et très spécialisée qui ne pourrait pas, à mon sens, être remplie par d'autres. Voilà. D'ailleurs, vous négociez aussi le fait que l'éducation, ils ont négocié les prix, l'alternative économique, il a baissé complètement son prix parce que c'est pour l'éducation. Les éditeurs sont prêts à baisser leur prix en considérant que ça sert et que ça éduque les enfants à utiliser ces ressources et que plus tard ça fera des lecteurs pour eux. Donc les prix qu'ils négocient n'ont rien à voir avec ce particulier que pays. Oui, vous parliez de statistiques et de retours, des choses comme ça. Est-ce qu'au final, le déploiement, l'usage de Coriolis est uniforme et se fait pareil au sein des différentes classes, au sein des différents établissements? Ou est-ce que c'est sectorisé? Parce qu'il y avait la question de l'information justement tout à l'heure, de savoir qu'il existait. Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu vraiment à l'échelle territoriale? Il y a deux choses. Ils ont à peu près autour de 25% d'usagers, mais c'est évident que les usages sont extrêmement différents. Et donc ils se sont aperçus très vite que les statistiques, ou qu'on regardait que les statistiques, ça n'allait pas. C'est pour ça qu'ils ont fait des études très ciblées auprès de certains établissements, dont la deuxième année, quand ils ont commencé à faire le temps des usages, et la deuxième année, ils ont pris 2-3 établissements qui ont suivi toute l'année. Ils ont mobilisé pour que les enseignants travaillent ensemble sur des thématiques, donc des enseignants d'histoire, de français et autres, qui ont travaillé toute une année sur des thématiques, avec un temps pour les enfants, les élèves, où c'est un temps assez libre, c'est-à-dire que c'est un peu hors programme, c'est dans le programme et en étant hors programme, et les élèves ont des temps pour construire justement leur exposé, évoluer dans leur présentation, donc à développer de l'esprit critique. Donc c'est pour ça que je dis que ça correspond aussi à un changement aussi de la façon d'enseigner. Et donc ils font beaucoup d'ateliers pour les enseignants, alors il y a plus ou moins de monde, mais régulièrement donc, dans les CRDP pour qu'ils puissent utiliser ces ressources. Et il y a un certain nombre d'enseignants avec des documentalistes qui ont fait des produits sur des thèmes à partir des ressources qu'elles ont, plusieurs ressources de Coriolis qu'elles ont découpées et qu'elles ont fait sur un thème précis. Mais c'est vrai que ce n'est pas des enseignants qui l'utilisent aussi bien, autant en profondeur, il n'y en a pas en nombre, c'est pas énorme. Et puis après, il y a ceux qui utilisent, qui font des usages un peu, ils utilisent pour les enfants qui sont en retard sur certains points, de les mettre sur une ressource, qui va pouvoir faire des exercices régulièrement. Donc c'est très très divers. Ça n'a pas uniformisé, pour l'instant on n'en est pas du tout, on est dans l'exploration. Mais il y a quand même le fait que tous les lycées, 180 lycées soient équipés, ça fait quand même une masse, et c'est quand même en France ceux qui génèrent le plus d'usage de toute la France. Bien. Si on a une minute, je vais dire les questions que je me pose, c'est la raison pour laquelle Laurent s'est tourné vers moi tout à l'heure. Moi, je souhaite le plein succès à l'opération Coriolis au niveau national.
De même que je pense que dans plein de domaines, des opérations similaires à Corélis seraient nécessaires et indispensables. C'est-à-dire, en fait, la création de portails spécialisés entre les producteurs d'informations, qui peuvent être même sur des portails, sur des sites, et les utilisateurs, qui peuvent être eux-mêmes d'ailleurs, non pas seulement des utilisateurs individuels, mais des utilisateurs collectifs. Dans une perspective qui, si elle ne se présente pas comme telle, quand même s'en rapproche, est une perspective de service public. De service public, c'est-à-dire avec des conditions de fonctionnement qui ne sont pas forcément celles du marché. Je souhaite que ça puisse réussir, mais Yolande, à la fin de son intervention, a dit que ça pourrait permettre de contrecarrer. Ça pourrait permettre de contrecarrer. Effectivement, ça peut permettre de contrecarrer, mais ce n'est pas sûr que ça permette de contrecarrer. Et le problème, je crois, est là, dans ce domaine, comme dans tous les autres domaines, de la santé, du médico-social, des musiques alternatives, de la coopération interculturelle, de la coopération décentralisée, de tout ce qu'on veut. Pourquoi ça... Enfin, moi, je constate, par exemple, je suis abonné depuis longtemps à un site de musique. Je constate que ce site il change complètement de sens depuis le moment où il s'est ouvert. Il a laissé Facebook fonctionner autour de lui. Parce que maintenant, il ne propose plus que des applications qui sont des listes faites par des utilisateurs, et les unes à côté des autres. Et je me dis, là, il y a un besoin nécessaire de sites d'intermédiaires comme celui-là, mais rien n'assure qu'ils se mettent en place, qu'ils tiennent la route et qu'ils soient durables. J'en suis complètement persuadé. Et dans les hypothèses que tu as présentées, Laurent, tout à l'heure, présentées par Madame Boyer, il y en a une qui manque. C'est que pendant moins 5-6 ans, en fait, les instances ministérielles ont laissé se développer les propositions des grandes, des Big Five, ont laissé les étudiants se débrouiller tout seuls à partir de leur micro, etc., ont laissé les profs se débrouiller tout seuls, et le résultat a été il ne s'est pas rien passé pendant ces 5 ou 6 années, mais en réalité, c'est le marché qui a pris la place. Donc, la difficulté centrale aujourd'hui, dans un environnement, dans un cadre marchand, alors je concède que dans le domaine de la culture ou dans le domaine de l'éducation, ce ne soit pas un cadre strictement et complètement marchand, l'encadrement n'est pas du énorme, mais quand même, je ne suis pas sûr que des sites tels que celui que vous proposez pour l'éducation dans le secondaire, parce que dans le supérieur, ce serait encore très différent avec l'autonomie des établissements. Enfin, c'est une vraie question. Je ne suis pas sûr que ça puisse se mettre en place. Enfin, bon, si ça ne s'est pas mis en place pour l'instant, s'il y a un tel retard, il y a un retard dans la constitution de ça, et si même des sites marchands de production musicale baissent les bras, hein, parce que ça veut dire baisser les bras, ils vendent de l'accès, c'est tout, mais tout le travail éditorial qui était leur à une certaine période, enfin, en tout cas moi quand j'ai commencé à m'y abonner, ils étaient en train de disparaître. Au profit simplement de listes qui sont faites par toi, moi, etc. Est-ce que je peux ajouter juste une petite chose? Je suis d'accord avec ça, rien ne dit que, etc. On est parfaitement d'accord. Moi, je dis quand même que c'est un projet enfin, qui est quand même une réalité, même si elle reste fragile. Mais ce qu'on voit là quand même, c'est que c'est pas un portail comme un autre. C'est-à-dire que n'importe quel type d'acteur ne pourrait pas le mettre en place. Il faut avoir la légitimité de faire justement ce lien très étroit, même sur le plan professionnel, entre les deux bouts de la chaîne. Et preuve en est, c'est que ceux qui ont voulu mettre ça en place avant,
Et au niveau national, les éditeurs en direct s'y sont cassés les dents. Donc je pense qu'il y a une démarche intéressante. Alors, si je peux me permettre, j'ai enseigné dans le secondaire à Marseille et je me demande dans quelle mesure ça n'est pas aussi lié au contexte sociologique très particulier de la région, en particulier de la ville de Marseille, où on a un grand nombre d'établissements qui sont où les populations sont en difficulté, avec un grand investissement de la part des enseignants qui vont essayer de chercher des dispositifs novateurs et être aidés dans ce sens. Vous disiez vous-même que les enseignants ils sont investis hors des programmes nationaux, etc. Donc, évidemment, c'est tout à fait louable, mais est-ce que la sauce peut prendre au niveau national dans des établissements qui, après tout, fonctionnent peut-être de manière plus traditionnelle? Et du coup, comme ça fonctionne sur l'appropriation de l'outil par des enseignants qui sont volontaires et qui vont, du coup, mobiliser des élèves qui, eux, n'ont pas tous accès d'ailleurs au numérique, et du coup, c'est l'école qui va être peut-être un peu, qui va les mobiliser là-dessus. Est-ce que, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, en particulier, alors, au niveau des étudiants, on sait qu'ils utilisent plutôt Facebook que l'ENT, hein, on fait l'expérience à l'université. Voilà, non mais c'est vrai, hein, on a essayé à Paris 13 de l'ENT, et ben, il y a 3 étudiants qui utilisent l'ENT et puis ils vont poster les messages sur Facebook dans leur groupe privé. Donc voilà, est-ce qu'on peut essayer de contrecarrer, comme vous disiez, cette Oui, j'ai une petite chose par rapport, je suis d'accord. Oui, une autre question que je me pose aussi, mais qui est liée, c'est cet élargissement de Coralis, ça peut se faire de différentes manières. On voit que c'est un dispositif partenarial très subtil qui s'est opéré au niveau régional, et ce n'est pas un hasard dans la région PACA, parce qu'il y a une volonté politique de la région. Il y a eu plusieurs facteurs qui étaient présents, qui ne vont pas être présents forcément partout. Et est-ce que ça va se faire par essaimage et par adaptation de cette logique à des réalités locales différentes, complexes, etc. Ou est-ce que ça va se faire, alors en France on va toujours être sur le deuxième modèle, par un dispositif qui se diffuserait comme ça, de haut en bas, par quelque chose qui aurait été pensé de façon globale. On peut se poser la question, mais il n'est pas sûr que le dispositif national bien classique qu'on aime bien, par culturellement, soit la réponse la plus appropriée, à mon avis. Ce sera la dernière parole sur ce thème. Oui, justement, ça rejoint ce qui vient d'être dit par rapport à donc, la volonté de l'étendre au niveau national, par rapport au fait que ce soit, si j'ai bien compris, une structure qui est portée par le conseil régional. C'est une structure qui est alors, c'est une double question, est-ce que c'est une structure qui est libre et qui appartient au conseil régional, ou est-ce que c'est un partenariat avec des acteurs privés? C'est public. Enfin, le CRDP, c'est public, c'est l'éducation nationale, mais régionale, et le conseil régional, c'est le conseil régional. Donc, il n'y a pas de privé, enfin, à part les liens avec les éditeurs, mais là, il y a un contrat financier. Et donc, la plateforme en elle-même, quand on parle d'étendre, l'hypothèse n'a jamais été amenée de reprendre la même plateforme au niveau national, ce sera développer à chaque fois de nouvelles plateformes. Alors oui, ce qu'il y a, ça c'est récent, le service public, on ne sait pas comment ça va se faire. Par contre, les gens de Corélis sont allés dans les différentes régions pour dire aux régions, vous pouvez faire comme nous. Seulement, il y a une cheville ouvrière très très forte. Enfin, le chef de projet au CRDP, c'est quelqu'un qui est spécialisé sur la documentation, l'indexation, qui a une grande culture là-dedans, qui a créé une équipe professionnelle autour de ça. Et ça, c'est pas si facile à remettre dans un autre contexte, plus le contexte, comme dit la personne d'avant. Le PACA est fortement mobilisé parce que le PACA n'a pas d'industrie. Donc le tourisme, les services, tout ça, ça compte beaucoup. Et ces plateformes, pour eux, ça fait un vecteur industriel très important. On doit mettre le paquet énormément là-dessus. Catherine Vénica maintenant, sur un tout autre sujet. Les phénomènes de réputation au sein des industries de la culture, est-ce un modèle à suivre pour les marques de mode? Alors, j'ai une présentation sur laquelle il y a essentiellement des images. J'avais préparé un propos introductif
dispositif que je vais considérablement simplifier en faisant référence à la communication de Gaëtan ce matin, qui nous a rappelé que la finalité des industries de la culture était uniquement l'expression, justement, de permettre les expressions culturelles. Et il a souligné, à travers la valeur d'échange, la formation de la valeur, à travers les échanges, un ensemble de processus d'évaluation, peut-être assez singulier, qui constitue un milieu peut-être nécessaire et un réservoir d'atouts réputationnels pour l'ensemble des autres industries de consommation plus courantes. Donc ça, c'était l'hypothèse de départ. En fait, j'ai développé à partir d'un cas qui est celui de la marque Diesel. Alors, ces questionnements en fait, nous ont été inspirés par ce cas que nous avons suivi en fait, dans le cadre d'une étude sur l'orchestration de la réputation des marques. Alors, au départ, sous la tutelle des acteurs collaboratifs, c'est une étude qui a été réalisée avec Philippe Bouquillon, Hervé Séry et Françoise Paquin-Silly, qui a démarré en 2009 et que j'ai poursuivi dans le cadre du programme ANR, uniquement sur le cas de Diesel. Alors, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre en fait comment étaient réalisés les appariements de réputation entre les produits, les productions culturelles, les œuvres de l'esprit, parfois les personnels artistiques eux-mêmes et un ensemble d'autres productions étrangères, alors dans ce cas des vêtements de mode. Cette question des appariements de réputation n'est pas nouvelle. Les effets de récupération d'images ne sont pas nouveaux, ils semblent évidents. Toutefois, dans le cadre de ce grand tournant créatif ou de cette multiplication d'injonctions créatives, la proximité de ces trois termes, la marque, la réputation et la culture, ne va pas de soi. Alors je vais très brièvement exposer ce qui ne colle pas. D'abord la marque, nous en avons une vision très statique qui nous a été imposée en fait par des visions managériales où en fait la marque ce serait une identité unique et très pérenne qu'il suffirait finalement d'adapter à l'ère du temps, au changement des marchés. Alors, le problème de cette vision, c'est que d'une part, elle surestime les capacités d'innovation du marketing, tout en les cantonnant à des aspects très superficiels, puisque la marque, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Voilà. En même temps, c'est une vision qui sous-estime le caractère profond d'accompagnement des esprits et de préparation des marchés. Alors, la réputation, là aussi de façon très raccourcie, nous savons par la sociologie des réputations que, d'une part, les modes de distribution de la réputation au sein de la sphère de l'art et des industries de la culture est plus inégalitaire, bien plus inégalitaire qu'ailleurs, et surtout qu'elle met en œuvre des processus indirects de réseau extrêmement complexes qui ont finalement assez peu à voir avec la communication. Alors, donc ça nous pose un problème puisque dans le cadre du développement de tous ces acteurs du web collaboratif, il y a des contradictions, notamment dans les discours en fait, de ces plateformes qui brandissent la réputation plutôt comme un châtiment. La réputation, c'est plutôt un bâton à deux extrémités, avec la réputation châtiment et la réputation consécration. Et en fait,
ces éléments, il y a des aspérités. Sur la notion de culture, alors ça a déjà été évoqué par plusieurs personnes ce matin, mais évidemment, c'est une notion très distendue, selon que l'on va prendre en compte des productions de l'esprit, des productions des industries de la culture, des productions des amateurs, des fans, voire des productions encore plus éloignées. Donc finalement, trois termes qui ne sont pas si faciles à articuler. Alors, comment je m'en suis sortie finalement en demandant en quoi les théories des industries culturelles permettaient de penser ces appareillements de réputation. Alors, j'ai fait référence tout à l'heure à Gaëtan. Je pourrais aussi brièvement rappeler un élément que Pierre Meuglin a souligné en 2007, c'est que à travers des éléments hétérogènes, même disparates, ces modèles des théories des industries culturelles rendent compte effectivement d'une part des modalités de fonctionnement de ces industries, mais aussi de rapports différenciés à la culture, voire de visions différentes de l'espace public et des rapports sociaux, et donc peut-être plusieurs hypothèses de formation des jugements, des évaluations, et donc de redistribution de l'anonymat et de la réputation. Alors il y a un deuxième élément qui est renvoyé à Philippe Pion, parce que je pensais que vous alliez parler des trois systèmes ce matin, donc du coup je vais laisser cet élément-là plus tard. Et je vais passer aux images. Alors, donc Diesel, c'est une marque qui existe depuis 1978 et qui est connue pour ce qu'on voit à l'image, c'est-à-dire des vêtements d'apparence usée. Donc c'est une marque qui fait partie d'un groupe plus important qui appartient à l'entrepreneur italien Renzo Rosso. Ce groupe a réalisé, juste pour info, un peu plus d'1,5 milliard d'euros en 2012, dont 40% en provenance du jean diesel. C'est un groupe qui a récemment été restructuré, recapitalisé. C'est un groupe assez important puisqu'à travers cette holding, en fait, Renzo Rosso détient également plusieurs actifs de maisons de couture et un groupe qui est Staff International, qui est l'exploitant de licences, de plusieurs licences, notamment celle de Marc Jacobs et de Vivienne Westwood et d'autres assez connus. Donc une logique. Il y a aussi le distributeur de vente en ligne Yox italien qui est présent dans 80 pays. Alors, tout ça pour dire que en fait, la marque Diesel a été un peu le fer de lance de ce groupe et qu'elle dispose également de moyens extrêmement importants. Alors, première modalité d'appareillement constatée, évidemment, c'est au niveau des boutiques. Alors ici, à l'écran, vous voyez des intérieurs de boutiques japonaises, avec ici quelque chose qui a été un événement au Japon, puisque cette boutique a fait intervenir énormément de designers, et on a une sorte de mur mobile qui est rétractable en fait, avec des alvéoles rétractables. Il n'y a pas d'étagère, pas de cintre. On met les choses dans le mur et quand on les enlève, le mur se remet tout loin. Donc c'est évidemment, la boutique est un élément important de communication dans les industries de la mode, mais cette importance est accrue dans le cadre de l'internationalisation d'un groupe, puisque c'est dans ce cadre-là que se créent et que se développent les appareillements entre des formes d'art contemporain et les industries de la mode. Alors là j'ai le cas de Diesel, mais toutes les grandes marques de mode, de masse, tendent vers ce type d'appareillement.
Alors Diesel a également, outre sa collaboration avec des designers japonais, a également créé des galeries, des Diesel Denim Gallery, en fait, qui sont des véritables galeries d'artistes. Donc il en existe à New York et à Tokyo, qui proposent régulièrement des expositions d'art contemporain et qui sont situées en fait dans les points de vente. Voilà, donc j'avais déjà vu ce type de pratique chez Agnès V, mais c'est un élément extrêmement important. Alors, deuxième élément d'appareillement de réputation, donc là on voit en fait des gammes, donc une marque, évidemment c'est ce qui permet de rationaliser des gammes. Alors ces effets de gamme là aussi visent à rationaliser des effets de réputation. Alors on voit ici à l'écran des déclinaisons de production qui sont assez classiques dans le domaine de la mode. Chez Diesel, on observe aussi des éléments assez éloignés en fait, de l'univers du vêtement, dont ce sont des productions anecdotiques qui s'échappent d'une logique gestionnaire, mais qui viennent jouer un rôle symbolique extrêmement fort. Alors, là, c'est également une moto, donc on voit à l'écran Renzo Rosso lui-même, qui est également un musicien et un passionné de moto, donc il se met en scène. Excusez-moi, je suis perdue dans mes slides, parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre de mes commentaires. Voilà. Donc on voit que la marque en fait signe des productions qui sont très très éloignées de l'univers du vêtement, puisqu'elle produit aussi des lampes, des meubles, des écouteurs, des motos.